D'abord, je la définis. C'est quoi la synthèse d'image? Donc, vous trouvez? Oui, Pardon, là, madame, on oui. voit juste votre onglet de Google Meet. Vous ne voyez pas la fenêtre. Non, madame. Et là? Oui, c'est bon. Très bien. D'accord? Donc, c'est synthèse d'image. Computer graphics. Vous trouvez aussi cette appellation. Donc, tout simplement, c'est la génération d'images par un ordinateur. Donc, si vous créez une image avec votre ordinateur, c'est de la synthèse d'image. Vous prenez vous ouvrez votre Paint, Windows, vous ouvrez le Paint, vous dessinez quelque chose, c'est de la synthèse d'image. Donc, si on part du plus simple. D'accord? Donc, c'est ça. Pourquoi ça a été créé? Qu'est-ce qui a motivé la synthèse d'image? Donc déjà, l'image en elle-même, tout le monde sait que c'est très parlant, ça aide à communiquer. Donc, au lieu d'écrire des lignes et des lignes et des lignes de texte, donc les gens se sont rendus compte qu'en insérant des images, ça c'est mieux explicatif et c'est plus clair. Vous avez fait ça vous-même dans votre mémoire de troisième année. Donc, c'est indispensable d'intégrer des images dans votre mémoire. D'accord? Donc, on ne fait pas que du texte. Des fois, une image, elle explique plusieurs pages de texte. Bon, ça c'est clair, ça c'est connu. Ça, tout le monde sait que les images, c'est plus efficace à communiquer. Il y a certaines idées où ça simplifie leur communication, il y a certaines idées où carrément on ne peut pas les expliquer avec du texte, c'est mieux avec des images. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme motivation pour faire de la synthèse d'image? Autre que l'efficacité de communication des images. Peut-être que ça, c'était la première motivation. Mais après, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit partout sur les écrans, enfin, quand je dis écran, tout type d'écran, on voit beaucoup d'images. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme motivation à ça? Oui, donc illustrer, expliquer, ça c'est indéniable aussi. Oui. Oui, ça peut être divertissant. Dans quel cas? Donc, ça peut être juste des animations de divertissement. Hein, il y a eu des films qui ont été faits exclusivement avec la synthèse d'images. Nous immerger dans le monde réel, dans le monde virtuel, tu veux dire. Oui, ça nous immerge dans le virtuel, pas dans le réel, mais oui, création de contenu, c'est clair. Mais qu'est-ce qui motiverait ça? Vous, quand je sais pas là, vous allez jouer les jeux vidéo, par exemple. Les jeux vidéo, ça a été créé dans quel but? Oui, bon, divertissement, ok. Mais il y a des motivations commerciales derrière. D'accord? Enfin, les grosses boîtes qui créent des jeux vidéo, c'est pas pour faire plaisir aux gens, bah, aussi, mais bon, c'est surtout pour gagner de l'argent. Et oui, la nouveauté, c'est clair qu'il faut chercher la nouveauté pour se distinguer. Ça, c'est clair. Pour sortir du lot,
pour avoir de l'écho, il faut vraiment chercher de la nouveauté. Et enfin, ce qui aide, c'est vraiment l'évolution du matériel informatique ces dernières années. Donc, tout ce qui est capacité calcul, ça a vraiment augmenté considérablement. Tout ce qui est mémoire, ça a augmenté. Donc, ça permet vraiment d'aller chercher les nouveautés et ça permet vraiment de pousser les limites. On arrive à avoir des jeux vidéo vraiment où, comme a dit ta camarade là tout à l'heure, on immerge vraiment à l'intérieur, on se sent vraiment à l'intérieur, ça change, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant. D'accord? Et ça attire encore plus les gens. Donc, moi, je vous dis le but commercial parce que quand même, c'est important. C'est important. Pas que pour les jeux vidéo. Pour quel cas aussi? Pour quel domaine on peut trouver ça? La motivation commerciale. Oui, ça se fait dans le cinéma, dans le marketing, exactement. Donc, on peut avoir des publicités. Donc, vous allez apprendre comme ça à travailler pendant tout votre cursus, mais après, c'est dans le but d'aller travailler plus tard. C'est dans le but d'aller gagner de l'argent avec votre savoir. D'accord? Exactement. Voilà, tu peux faire de la pub, tu peux faire des films, voilà, on n'est pas obligé de faire un film à 100% en synthèse d'image, mais déjà que les effets spéciaux, dans beaucoup de films, beaucoup depuis très longtemps, il y a des effets spéciaux qui sont rajoutés, qui sont créés, on appelle ça une augmentation, qui sont imbriqués dans des scènes réelles, qui sont créés par ordinateur. Donc c'est la synthèse d'image. D'accord? Ok, donc on avait dit divertissement pour commercial, dans un but commercial. Il y a aussi l'éducation. Oui, oui, l'éducation dans la médecine, dans tous les domaines. Donc, on peut avoir des simulateurs, des simulateurs, que ce soit pour apprentissage, que ça soit vraiment pas pour apprentissage, mais vraiment pour travailler, hein, pour pouvoir. Attendez, mais c'est carrément pour pouvoir travailler. C'est-à-dire, il y a dans la médecine, par exemple, l'exemple que vous m'avez donné, on arrive à visualiser, par exemple, l'intérieur du corps humain, mais on peut le faire pour l'éduquer, pour faire des cours et tout ça, mais on peut. Le rein de lait, c'est une étape. C'est la manière de visualiser les objets. Voilà. Oui, dans la radiologie, par exemple. Donc, ça peut se faire aussi dans un but éducatif et ça se fait vraiment pour diagnostiquer et ainsi de suite. Bon, à la fin, je vais vous donner des exemples d'applications, on va voir tout ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la motivation derrière la synthèse d'image, bon, ça a commencé parce qu'on devait schématiser des choses. Donc, pour schématiser, on ajoute des images au texte. Donc, ça a commencé comme ça pour expliquer, pour mieux illustrer. Mais après, avec l'intérêt que ça a suscité, avec le développement des outils, des capacités de calcul et tout ça, donc on arrive à faire des choses plus intéressantes. Et voilà, il y a plein de domaines qui ont profité de ça. Et ça va toujours en évolution, ça va toujours en évolution. On commence par juste une petite image, c'est-à-dire 2D. Et on finit avec vraiment un monde virtuel, un monde où on est en immersion totale. D'accord? Donc là, je vais donner le plus simple au plus évolué. Mais bon, on va voir un petit peu tout ça. Alors, d'abord, avant d'avancer, quelques notions. Alors, image de synthèse et image numérique. Là, j'ai mis les deux termes côte à côte pour voir la différence entre les deux. Alors, c'est quoi la différence entre image de synthèse et image numérique? Donc, image de synthèse, on vient de la définir. C'est une image créée avec l'ordinateur.
Oui, c'est pas la même chose, non. Regarde, l'image de synthèse, elle est créée avec ordinateur. Si il dit créée avec ordinateur, donc forcément, numérique. C'est-à-dire, dans ce sens-là, ça va. Synthèse implique numérique. Tout ce qui est créé avec ordinateur, c'est une suite de 0 et de 1, c'est numérique. Exactement. Par contre, numérique, elle peut ne pas être créée par ordinateur. Exactement, voilà. Voilà. Comme exemple, les caméras numériques. D'accord? Donc, si on prend une image, une photo, on prend une photo donc numérisée, donc elle est captée avec des capteurs photométriques. Une photo, avec votre appareil photo, maintenant ça se fait avec les téléphones. Donc, vous avez un capteur photonumérique qui transforme donc les impulseurs de la lumière en signaux. Vous avez votre image, votre photo numérique. Donc, on peut la mettre sur ordinateur. Elle est numérisée, elle est numérique complètement, mais ce n'est pas une image de synthèse. Voilà. Numérique n'est pas synthèse. Donc, numérique, c'est qui peut être stocké sur ordinateur. D'accord? Mais il n'est pas forcément créé par l'ordinateur. Donc, ça peut être une photo comme ça. Ça peut être juste un document analogique, un document qui a été scanné, donc, ou bien un objet qui a été scanné avec scanner 3D, enfin, tout ce qui est scanné, tout ce qui est numérisé avec des appareils photo. Donc, on peut le stocker sur ordinateur. On numérise quelque chose qui est analogique. D'accord. Mais l'image de synthèse, elle a été créée avec l'ordinateur. Donc, on a commencé à dessiner. C'est pas forcément prendre avec le stylo et dessiner, mais enfin, il y a plusieurs manières de le faire, on va le voir. Donc, synthèse implique numérique, mais numérique n'implique pas, c'est une image de synthèse. Numérique, c'est le terme général de tout ce qui est stocké sur ordinateur. Synthèse, c'est ce qui est créé par l'ordinateur. Alors, il y a aussi deux termes aussi, que je voulais faire la nuance entre les deux. Analyse d'image et traitement d'image. Nous, on va faire ni analyse d'image ni traitement d'image, hein, mais bon, je voulais juste parler de toutes les notions d'image avant de commencer dans la synthèse d'image. Donc, analyse et traitement. Je ne sais pas, vous êtes en M2, normalement vous avez... oui, mais le programme n'est pas le même. Mais bon, vous avez tout le monde a des notions de traitement d'image. Vous prenez une image, vous traitez, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous traitez votre image? Donc, vous pouvez agir sur le contraste des couleurs, vous pouvez la transformer en noir et blanc. Voilà, tout ce qui est stécanographie. Non, oui, améliorer la qualité, flouter, faire ce genre de traitement. Voilà, tout ce qui est... Voilà, il y a plusieurs filtres. Il y a plusieurs filtres qui peuvent être appliqués pour traiter les images. L'analyse d'image, donc, c'est principalement de la reconnaissance de forme, pattern recognition. C'est aller... analyser l'image, c'est-à-dire aller retrouver ce qu'il y a dans l'image. Qu'est-ce qu'elle contient l'image? C'est une image de quoi? Une image d'être humain, une image de la nature, une image de building, une image de, je sais pas, la mer, la forêt, d'accord? Des images de visage. Après, je peux même aller plus loin, dire avec le visage, tout le monde connaît la reconnaissance faciale, hein. D'accord? Donc, c'est l'ordinateur qui arrive à dire que la personne, c'est telle ou telle personne. D'accord? Ou bien telle personne, elle est en train de rire, ou elle est en colère, et même la reconnaissance d'émotions. Voilà, il y a plein enfin, quand je dis reconnaissance de forme, c'est tout ce qui est lié au contenu de l'image. Contenu dans le sens large, pas le contenu qui est maintenant traitement d'image,
c'est pixels, c'est la valeur de pixels. C'est entre 0 et 255. 0, c'est noir, 255, c'est blanc. Donc, quand je fais le traitement d'image, je sais que le pixel est gris et foncé et son voisin est gris clair. Oui, si quelqu'un veut intervenir. Donc, gris foncé, gris clair. Donc, je sais qu'il y a ce qu'il y a entre les deux. Je peux flouter en rapprochant les deux valeurs. Donc, le gris foncé, je le clarifie un peu. Et le gris clair, je le fonce un peu. Là, je floute mon image, ainsi de suite. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui représente les pixels. L'analyse d'image, je sais. Je sais que les pixels, par exemple, c'est les contours de mes objets qui sont à l'intérieur. Je sais que j'arrive même à reconnaître les objets qui sont à l'intérieur de l'image. Donc ici, bien sûr, il faut utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour ça. Donc, des méthodes IA donc on apprend d'un côté, voilà, ce genre d'image, ça correspond à telle forme, et puis on arrive à partir d'images tests, avec ce qu'on a appris, on arrive à reconnaître les formes des images tests. Voilà, donc je voulais juste faire la nuance entre les deux termes. OK? On avance? OK, très bien. Donc on revient à notre synthèse d'image. La scène, donc c'est un terme qu'on va utiliser souvent. Donc une scène, c'est quoi? C'est un modèle, c'est un objet. Donc, c'est l'objet à visualiser. C'est un modèle 3D en général. OK. J'utilise. Bon, je vous ai dit, hein, les objets, c'est pas forcément. C'est-à-dire, les images, c'est pas forcément du 3D. Hein. Tu prends le paint et tu dessines, c'est un graphique et c'est plat, c'est 2D. D'accord. Mais là, en général, quand je vais synthétiser, je vais utiliser un modèle 3D. Pourquoi? Parce que je considère un repère 3D en fait. Le but c'est quoi? C'est d'avoir une image. C'est l'image synthétisée. Ça c'est le résultat. Regardez. Ça c'est le résultat. Donc pour avoir ça, je commence par mon repère réel, ce que j'appelle le repère réel. Donc ici, on appelle ça le monde réel, le repère réel, et c'est pas réel bien sûr. Le repère réel, un repère 3D. À l'intérieur de ce repère 3D, je peux avoir des objets 2D, hein, ça ne gêne pas. Ils seront sur un plan, sur un des 3 plans, ce n'est pas un problème. Donc le modèle 3D, il aura une forme bien déterminée. Par exemple, ici le cube. Le cube, avec quoi je vais le définir? C'est un objet. Et voici son image après, résultat. Mais dans mon repère, un cube, il a 6 facettes. D'accord? Donc avec quoi je vais le définir? Comment je vais définir les 6 facettes du cube? Voilà, c'est ça. Les coordonnées des sommets. Donc j'ai les coordonnées de chaque sommet. J'ai les coordonnées par rapport à un repère. Si je dis coordonnées, je dis repère. Donc, le repère sur lequel j'ai mes coordonnées, on l'appelle le repère réel. Voilà, donc j'ai X, Y, Z. J'ai 3 axes. X, Y, Z, c'est le repère réel. Et j'ai mon modèle 3D. Donc ça, c'est un modèle simple, c'est juste un cube, mais après, on peut avoir d'autres modèles, bien sûr. Je vais vous montrer quelques exemples. J'ai mon repère. On commence par là. Le repère réel. J'ai la caméra. Donc la caméra, c'est ici. C'est le point qui est là. D'accord? C'est pas la pyramide. Parce que Hadaya, c'est le plan de visualisation. Ça c'est le plan de visualisation. Le plan de visualisation sur lequel on va retrouver l'image. D'accord? Donc l'image, elle va s'afficher ici, sur le plan de visualisation. La caméra, elle va être orientée vers le repère réel, vers l'objet. Vers mon objet. Elle peut avoir n'importe quelle position et n'importe quelle orientation.
D'accord? Je peux regarder vers le haut, je peux regarder vers le bas, je peux tourner à droite, tourner à gauche. D'accord? Donc, quand vous dites caméra, il faut toujours l'imaginer comme vos yeux. Donc, la caméra, c'est vos yeux. Vous êtes là, vous êtes debout, vous êtes là, et là, vous regardez vers un objet. Donc, vous êtes tourné vers un objet. Si vous tournez à droite, vous n'allez pas voir la même chose. C'est-à-dire, si ici je tourne plus à droite, je vais peut-être sortir de la scène. Je vais sortir plutôt mon cube, il va sortir de l'image. Je vais retrouver avec l'image qui vient comme ça. Si je tourne encore plus à droite, je vais retrouver à regarder sur rien du tout. Je vais trouver rien sur mon image. Donc, il faut faire attention. Quand on va commencer à travailler, la position de la caméra, c'est vraiment très important parce que ça arrive. Il y a certains étudiants qui sont carrément retournés de l'autre côté et qui me disent, Madame, j'ai rien sur mon écran, j'arrive pas à dessiner mon triangle ou mon objet. D'accord? Donc, c'est juste le fait que l'objet, ou bien il lui en fait bouger, il en fait une translation ou quelque chose comme ça, il est parti, ou bien c'est la caméra qui n'est pas bien orientée vers l'objet. Donc ça, c'est très important. Et ici aussi, j'ai un repère. Donc là, c'est le repère réel, donc avec lequel j'utilise les coordonnées, les sommets, avec lequel je les définis, ils sont définis. Ici, j'ai un autre repère de la caméra. D'accord? Donc j'ai un repère comme ça. Il va me montrer le repère de la caméra, vraiment la position de la caméra d'un côté et l'orientation de la caméra. Imaginons que j'ai deux objets, je n'ai pas un seul objet. La caméra, elle peut être orientée vers le premier, comme elle peut être orientée vers le deuxième, comme elle peut être orientée au centre, au milieu, entre les deux. D'accord? Donc tout ça, je peux jouer dessus. J'ai la lumière. Donc, la lumière, c'est important. Ici, est-ce que vous arrivez à voir l'effet de la lumière? Oui, oui, ça se voit. Voilà. C'est foncé et ça c'est clair. C'est pas parce que c'est des couleurs différentes, c'est parce que là, il y a la lumière, elle vient comme ça, elle vient de ce côté-là. Donc, la facette, elle est cachée à la lumière. Et ça permet quoi? Le fait d'avoir comme ça des nuances de couleurs, le fait d'avoir la lumière, ça a permis quoi? S'il n'y avait pas, par exemple, si c'était vraiment la même couleur partout, si j'avais pas de lumière, j'avais juste une lumière ambiante. Ce qu'on appelle une lumière ambiante, c'est une lumière qui met à l'écran d'accord. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est pas noir, mais c'est pas dirigé d'un côté. C'est diffusé de partout. Exactement. Exactement, c'est ça. Donc, si j'avais une lumière ambiante, j'aurais vu du même gris sur toutes les facettes. Exactement. Et du coup, on n'arriverait pas à distinguer. On va voir juste un objet comme ça. Comme ça. On verrait juste ça. On verrait pas les coins qui sont à l'intérieur. On verrait pas les arêtes. On va voir juste un objet plat, en fait. On va voir juste un objet plat. Oui, s'il n'y a pas de reflet de la lumière, donc il n'y a pas de nuance d'ombre. Donc, s'il n'y a pas d'ombre, on va voir partout la même couleur, exactement la même. On va voir un objet plat, il n'y aurait pas d'effet 3D. D'accord? Donc, quand on va commencer à dessiner, avant de mettre la lumière, même si on dessinera du 3D, si on ne fait pas retourner, ou là, si on ne le fait pas, si on ne le fait pas retourner, on ne fait pas chaque facette. D'ailleurs, ce qu'on va faire au début, on va dessiner un objet 3D où on va colorer de chaque facette une couleur différente pour pouvoir vraiment vérifier que c'est bien dessiné, que c'est en 3D. Et on va le retourner pour vraiment vérifier que c'est l'objet 3D qu'on a voulu dessiner. Parce qu'avant d'intégrer la lumière, ça ne se verrait pas, ça serait plat. D'accord? Donc la lumière, très importante pour l'effet 3D. Donc, ici, il y a un repère, ici, il y a un repère. On fera en détail le pipeline de visualisation, comment passer de ce repère vers ce repère. Voilà. Donc, tout ça avec les transformations géométriques, c'est le premier chapitre.
Donc, le premier chapitre, ce sera transformation géométrique pour réaliser le modèle 3D. C'est pas juste, ça c'est un objet simple, mais en réalité, on aura d'autres, je sais pas, je vais avoir plusieurs cubes ou plusieurs cylindres ou plusieurs objets. Donc, je vais utiliser des transformations géométriques. À chaque fois, je dessine un objet, je vais faire une translation pour dessiner le deuxième, et ainsi de suite. Translation, puis rotation pour dessiner le troisième. Aussi, donc, une fois que j'aurai le modèle, j'utilise les transformations géométriques. Je vais utiliser d'autres transformations pour passer à ce repère-là, le repère de la caméra, pour vraiment savoir ce que je vois sur ce plan de visualisation. C'est-à-dire ça. D'accord, on va voir tout ça en détail. Niveau de complexité d'une scène, donc graphe 2D, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Dessin 2D, donc c'est un peu plus compliqué que les graphes, les dessins, mais ça reste du 2D. Du dessin 3D. Donc ici, si vous remarquez, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'effet de la lumière. D'accord? Donc, on arrive à avoir l'effet 3D sur ces dessins. Là, j'ai l'ombre, ainsi de suite, là partout. D'accord? Donc, on arrive à voir le dessin 3D. Alors ça, c'est le dessin 3D avec rendu réaliste. Donc, réaliste, dans le mot réaliste, il y a l'effet visualisé. Qu'est-ce que c'est? Cette image, c'est une image de synthèse, mais on aurait dit une photo. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait des efforts sur le rendu pour qu'il ait l'air réaliste, pour qu'il ait l'air réel. D'accord? Regardez ici, par exemple, la texture de l'atoll. J'ai vraiment la brillance là où il faut. D'accord? Et c'est la lumière, l'effet de lumière, le modèle de lumière. Oui, il y a beaucoup de détails et il y a beaucoup. Regarde, on a la vitre comme elle brille, ça brille. Donc, on a vraiment l'impression que c'est du métal. Donc, la texture, on a vraiment l'impression que c'est vraiment du marbre ou là, je sais pas quoi. On croit que c'est vraiment sculpté. Ok, donc le rendu, c'est ce qui en fait me donne la texture extérieure, l'aspect. Donc ça aussi c'est un rendu. C'est une couleur, c'est la lumière, c'est du rendu. Là, la même chose. Ici c'est la même chose, sauf que le rendu il est ce qu'on appelle réaliste. Et ça dépend vraiment du type d'application que je fais. D'accord? Je ne suis pas obligée forcément à chaque fois de me tourner vers le rendu réaliste. D'accord? Je ne sais pas, c'est fait par exemple par des architectes ou là, des dessinateurs qui ont créé le modèle. Ils voulaient le faire en rendu réaliste pour l'exposer. Je sais pas, il n'est pas encore créé. Enfin, j'imagine, je donne un exemple. Mais celui-là, ils ont fait exprès de montrer que ce n'est pas réaliste. Déjà, les proportions, les dimensions, elles ne seront pas réalistes. Ensuite, vous avez la forme. Ensuite, le rendu. Donc, la texture, la couleur, ainsi de suite. D'accord? Donc, le but déjà de faire ce rendu et de faire celui-là n'est pas le même. Donc, est-ce que je veux faire du rendu réaliste ou pas? Ça dépend de mon application. Je pourrais avoir besoin de faire exprès d'avoir quelque chose qui est très simplifié comme ça. Ça dépend du public ciblé. Là, par exemple, peut-être c'est pour des enfants. D'accord? Donc, j'ai pas envie de mettre un tracteur qui ressemble vraiment à un tracteur, ou là, un engin qui est vraiment réaliste parce que il croirait que c'est un documentaire, que c'est pas un dessin animé, par exemple. Donc, ça dépend vraiment de l'application souhaitée. L'animation va prendre tout ça. Donc, ça peut être 2D, 3D,
mais c'est plusieurs images, c'est pas qu'une seule image. Donc une fois qu'on a notre modèle, pour faire bouger le modèle, c'est ou bien le modèle qui bouge, ou bien la caméra qui bouge. Dans les deux cas, on a une animation. D'accord? Et on pourra faire ça au TP, hein, vous allez voir. Donc, un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les deux étapes majeures de la synthèse d'image, la modélisation, donc j'obtiens le modèle géométrique, puis le rendu pour avoir l'image résultat. Donc l'image, c'est une image 2D. Quel que soit, même si les modèles sont 3D, l'image est 2D parce que je vais l'afficher sur l'écran. L'écran est plat, c'est du 2D. D'accord? Donc l'image 2D que j'obtiens selon le modèle géométrique souhaité. Si je fais bouger la caméra, j'obtiens une image différente. D'accord? Si j'ai plusieurs objets dans mon image, et je change la position de la caméra, ça se pourrait que pour la première image, j'ai un objet, pour la deuxième image, le premier va cacher le deuxième. D'accord? Donc il y a tout ça à calculer dans le rendu. Je dois calculer quel objet est visible et quel objet ne l'est pas. D'accord? Pour le cube, par exemple, quelle face est visible et quelle face ne l'est pas. Si je mets la caméra ici, c'est cette face qui est visible. Si je la retourne, ben, elle sera cachée et c'est la face arrière qui est visible. D'accord? Donc ça, c'est des calculs. On doit le calculer, ça fait partie du rendu. Donc le rendu, c'est pas juste appliquer une couleur, appliquer une texture, appliquer... voilà. Ici, je résume un petit peu le tout. Donc la modélisation géométrique, avec la première partie. Donc on a la forme de l'objet, donc les coordonnées des sommets. Bon, pour modéliser un objet, c'est pas forcément qu'avec les coordonnées des sommets. Mais c'est en général, c'est la méthode la plus utilisée. On va voir aussi les autres méthodes qui existent. Mais bon, on va considérer que c'est à partir des coordonnées des sommets, on va calculer leur position à chacun. Et aussi la position de la caméra. Et on a une vue descriptive de la scène, une modélisation géométrique de la scène. On a une matrice. Donc on va prendre toutes les transformations utilisées. Et on ne va pas travailler en formule, donc vous connaissez forcément, vous avez fait les transformations géométriques, peut-être au lycée, donc les formules mathématiques, vous connaissez, mais on ne va pas travailler avec ça. Donc on va utiliser des matrices. Donc ce sera une matrice de rotation, une matrice de translation, une matrice, et on va combiner toutes ces matrices. Et la matrice finale, elle dit qu'il y a la matrice de modélisation. Donc ce sera une matrice. D'accord? Donc on va toutes les matrices utiliser. On va les combiner, les multiplier, et on obtient une matrice de modélisation. La modélisation radiométrique, donc l'objet, il est coloré, description de la matière et de la lumière. Donc la lumière aussi, elle va m'aider pour trouver la matière. Attendez, je ne sais pas si... Alors regardez ici, là c'est le modèle, donc c'est une sphère. Ici, j'ai appliqué la lumière. Et le fait que, regardez, est-ce que vous arrivez à voir que c'est un objet qui brille? Parce que regardez, ici, il y a une concentration de lumière. Il y a une concentration. Sur le cube tout à l'heure, il n'y avait pas de concentration. C'était juste une lumière orientée de ce côté-là. On voit que la texture, elle est plutôt mate, elle n'est pas brillante. D'accord? Ici, on peut le voir aussi sur la voiture. Hein? Non, il y a une concentration de lumière. Quand il y a une concentration de lumière, ça veut dire que ça brille, ça donne l'effet brillance. L'effet brillance, ça fait penser à un matériau métallique, par exemple. Avec le bleu, ça ne marche pas, mais si on avait mis un certain gris et l'effet de brillance HD, on aurait cru que c'était une sphère métallique. D'accord?
Si je veux avoir un effet, une texture bois, j'utilise couleur bois et je ne mets pas une brillance parce que le bois, il ne brille pas comme ça. J'utiliserai plutôt une lumière diffuse, qui est tout à l'heure pour le cube. Ça me donnerait un matériau plutôt mat. D'accord. Donc, en fait, il y a des facteurs de luminosité qu'on va utiliser qui vont nous aider à définir le matériau utilisé. Donc, il y a la couleur, la lumière, bien sûr, le matériau. On peut faire plaquer carrément une image dessus. D'accord? Donc, c'est une image de la surface de la Terre. Donc, une image rectangulaire, normale, qu'on vient plaquer sur ce modèle. D'accord? Donc, le plaquage de texture, c'est très utilisé aussi. Ça simplifie vraiment le travail. Donc, on arrive à avoir des matériaux précis sans trop de difficultés. D'accord. Matériau bois, par exemple, je vais juste plaquer une image effet bois. Je la plaque dessus et j'ai vraiment une sphère en bois. Beaucoup plus facilement que si j'utilise la couleur. Si je prends un marron et que ça soit le même marron un petit peu partout, ça ne fait pas vraiment bois, mais bon, ça s'approche. Le plaquage de texture, ça peut donner une meilleure texture, meilleur aspect du matériau. Et bon, c'est pas très, ça prend pas beaucoup de ressources non plus. Vous pouvez trouver sur Internet des textures de la Terre ou de la planète Mars. Vous pouvez télécharger des images, texture planète Mars, que vous plaquez sur une sphère et vous avez votre planète Mars. D'accord? Donc, on peut faire ça aussi. Ça fait partie du rendu. Mais pas que ça. Voilà. Donc, le rendu, c'est pas juste plaquer une texture ou plaquer une couleur et mettre de la lumière et voilà, dire c'est bon, j'ai le rendu, j'ai mon image, l'image 2D résultat. Non, parce que je dois savoir qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je ne vois pas de l'objet selon la caméra. Donc, je dois vraiment vérifier la projection. Donc, faire la projection et voir quelle partie de la scène je suis en train de voir. L'algorithme de Ray Tracing, il est très connu en synthèse d'image. C'est pour dire quel objet cache un autre objet. D'accord? Si je prends par exemple l'engin. Si je suis de l'autre côté, il y aura le bras qui va cacher les yeux, par exemple. Si je suis de l'autre côté, je vais pas voir le côté droit. D'accord? Donc tout ça, on va calculer et chaque pixel de l'image, on va dire, pas chaque pixel de l'image, parce qu'au début, j'ai un objet 3D. Donc chaque surface de mes objets, je vais dire, je vais définir, est-ce qu'elle est visible sur l'image ou bien elle n'est pas visible. Et voilà, quel côté on voit, quel côté on ne voit pas. Parce que sur mon repère, moi, j'ai une voiture 3D, j'ai tous les côtés, tous les détails. Mais avec cette position de la voiture, avec cette position de la caméra, voilà, qu'est-ce que j'arrive à voir. Si je bouge l'un ou l'autre, je vais changer l'image, et ainsi de suite. Donc ça, il faut appliquer des algorithmes, et on arrive à avoir l'image des résultats. Alors là, je suis en train de faire vite, parce que vous avez cours à 9h30. Oui, madame. Ok, d'accord. De toute façon, tout ça, on va le voir en détail. Je vais parcourir rapidement. Donc, modélisation. Donc, je voulais juste vous dire qu'on n'a pas que, par exemple, un cube, on le modélise par les sommets. C'est plus simple. Une sphère, on ne va pas la modéliser par tous les sommets. D'accord? Une sphère, on va la modéliser par le centre de la sphère, le rayon. Et puis, on arrive à retrouver tous les autres points. D'accord? Ce serait bête de prendre les sommets et les calculer et les sauvegarder en mémoire. D'accord? Je risque de ne pas avoir la forme idéale. Par contre, je prends le centre de la sphère, je prends le rayon, j'ai l'équation, j'arrive à retrouver le nombre de sommets que je veux. C'est-à-dire, je divise en slice en plusieurs, ou bien en moins que ça, ou bien comme je veux. D'accord? À partir de l'équation. Il y a certains objets primitifs,
il vaut mieux utiliser leur équation pour avoir leur modèle 3D. Ici c'est pas ça. C'est pas une équation parce que c'est pas un modèle primitif Bayes, d'accord? C'est un objet aléatoire par rapport à celui-là. Donc, il est défini par les facettes. Les facettes, regardez, c'est des petits triangles collés l'un à l'autre. Et chaque triangle est défini par ses sommets. Donc, j'ai 3 points. Et chaque point, j'ai ses coordonnées. Et ensuite, j'ai des tables qui contiennent toutes les sommets. Et des tables qui contiennent toutes les arêtes. Et des tables qui contiennent toutes les facettes. Voilà. Donc, chaque facette. Les facettes sont enregistrées avec elles sont collées l'une à l'autre et l'ensemble de ces facettes me définit la surface de ce modèle. Donc, juste la surface. Hein. Alors, pour la modélisation, justement, donc on peut créer nos modèles avec il y a des logiciels 3ds Max, Blender, voilà, tu dessines et lui il te définit les facettes et les points et leurs coordonnées. C'est pas à toi d'aller calculer chaque coordonnée de chaque facette, c'est clair. Donc il y a des logiciels qui te font le modèle, qui t'aident à dessiner. Une fois que tu dessines et tu obtiens ton modèle, comme tu peux numériser un objet. C'est-à-dire un objet réel, je sais pas, j'ai un petit bibelot, un petit dauphin en bois ou en métal, je scanne et je définis, avec le scanner, je définis la surface, les points de surface. D'accord? Donc, par contre, quand je scanne, je peux avoir des problèmes d'échantillonnage, d'aliasage. C'est quoi? C'est quand je n'arrive pas à avoir tous les points. Les scanners, des fois, ça ne marche pas partout. Hein. Les scanners, des fois, il y a des côtés, enfin des points qu'ils ne détectent pas. Donc, je retrouve avec des trous. Donc, c'est-à-dire j'ai pas assez d'échantillons. Ça arrive aussi avec la Kinect. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de manipuler la Kinect. La Kinect est très sensible à la lumière. Donc, vous êtes à l'intérieur et tout, c'est bien. Si vous êtes à côté d'une fenêtre où il y a l'altération, il y a de la lumière, donc vous n'avez pas le retour avec l'infrarouge, vous vous retrouvez avec des trous dans votre scène. C'est-à-dire il y a des endroits qui ne sont pas détectés, du coup c'est un trou. Par exemple ici, je ne connais pas les coordonnées des facettes de cette partie-là. D'accord? Donc ça c'est des problèmes qui peuvent être liés à la numérisation. Mais bon, il y a des problèmes pour pallier à l'aliasage. C'est de prendre plus d'échantillons qu'il en est. Au lieu de prendre un, on prend 2 ou 4 par chaque pixel. On va voir aussi un petit peu ça. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Le rendu, donc il y a le matériau utilisé, texture, les couleurs, l'éclairement. Donc la lumière, très important. La visibilité, donc ce qui est caché, ce qui n'est pas caché. Les effets spéciaux. Donc tout ça, ça rentre dans le rendu. Donc, voilà ce qu'on va faire. On commence par le plan du cours. On commence par la modélisation. Donc, pour qu'on puisse dessiner déjà nos premiers objets, les transformations géométriques, principalement les transformations géométriques. On va aller voir aussi tout ce que j'ai cité tout à l'heure, tous les algorithmes qu'on a cités tout à l'heure, ils sont tous importants, ils sont tous nécessaires pour avoir notre dessin final. Les technologies graphiques, donc ça, je ne vais pas le laisser à la fin, je vais en parler ici, parce qu'on aura besoin dans le TP, on va utiliser OpenGL 3, d'accord? Donc, l'animation aussi, on va la faire au fur et à mesure. Ce ne sera pas un chapitre à part. Moi, je voulais juste définir les parties qu'on va voir, mais ce n'est pas forcément dans cet ordre. Hein. L'animation au fur et à mesure. Avec les transformations géométriques, on peut faire de l'animation dès le début. On dessine un triangle, on fait une translation et le triangle, il va bouger. D'accord? Il va bouger de droite, enfin, quand vous voulez. Vous pouvez le faire bouger. Donc, on va au fur et à mesure voir les transformations géométriques. À chaque fois qu'on dessine, à chaque fois qu'on passe une étape, on peut faire l'animation. L'illumination, ce sera à la fin. Les parties cachées, c'est important, c'est dès le début. Sinon, on ne peut pas avoir notre objet 3D.
D'accord? Donc, vraiment, avec le TP, vous allez voir tout ça en détail. On va commencer par OpenGL 2, donc rendu direct. On va dessiner des trucs simples. Puis, on va faire l'OpenGL 3. Bon, ça, c'est des applications. Alors, des applications, je voulais juste vous montrer celui-là. Regardez. Ce dessin, c'est une visualisation médicale. Donc, ça, c'est visualisation 2D. Tout ça, c'est des applications de synthèse d'images. La visualisation médicale, qu'est-ce que vous remarquez sur cette visualisation? Regardez, je fais exprès de faire comme ça une coupe. Oui, c'est une coupe. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Qu'on a un volume. D'accord? On a un volume, on a l'intérieur du cerveau. On a ce qu'il y a, exactement, on a à l'intérieur ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau. Par contre, tout à l'heure, pour le dauphin, j'ai que la surface du dauphin. Si je coupe comme ça, je ne trouve rien du tout à l'intérieur. C'est vide. Je n'ai que la surface. Donc, c'est une représentation surfacique. Il y a des représentations volumiques. Donc, on définit les voxels et non pas seulement les pixels. Donc, on a des volumes, c'est des petits cubes. Les pixels, c'est des petits carrés. Les voxels, c'est des petits cubes qui constituent notre objet. D'accord? Donc, ça aussi, on va voir ce genre de modélisation. Donc, imagerie médicale, visualisation scientifique, pas que médicale, tout ce qui est scientifique. CAO, donc c'est la conception assistée par ordinateur. Donc, on fait des modèles de pièces. Ensuite, on dit à la machine qui est munie d'un ordinateur de dessiner la pièce qu'on a, de créer, la pièce qu'on a dessinée. Donc, ça aussi, ça existe. Les jeux vidéo, les effets spéciaux, les simulateurs. Donc, ce qu'on a dit au début, les simulateurs aussi, c'est des applications de synthèse d'images à but éducatif ou pas. Hein. Donc, ça peut être déjà, par exemple, ici, les simulateurs de vol. Donc, je sais pas si ça peut être juste pour apprendre à piloter. Comme je peux avoir des applications embarquées dans les avions, carrément. D'accord? Donc, dans un avion, je peux avoir... pas comme, les anciens avions, il n'y avait pas. Hein, il y avait juste des jauges et des aiguilles qui disaient est-ce que le niveau est haut et bas. Enfin, maintenant, c'est carrément des écrans avec des images dessus. D'accord? Et ce qui est vraiment important aussi, je parle juste des points importants, dans ce genre d'application, c'est que le temps réel est primordial. Il faut avoir mon image en temps réel. Parce que si je suis sur un avion et que l'information n'est pas arrivée à temps réel, je peux prendre une mauvaise décision qui met en danger la vie de plusieurs personnes. D'accord? Dans les jeux vidéo, si la réactivité n'est pas vraiment en temps réel, limite, c'est pas grave, ça me dérangerait pas trop. Sauf si je fais dans une compétition mondiale où peut-être je vais perdre, mais c'est pas très grave. Dans les applications embarquées, par exemple sur les avions, moi je prends l'exemple où il y a vraiment des vies humaines en danger, l'information qui est sur mon écran, l'écran des pilotes en fait, elle doit être vraiment elle doit arriver en temps réel. S'il y a juste un décalage de quelques secondes, le pilote peut prendre une mauvaise décision et c'est fatal. D'accord? Donc, ça c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc, ça c'est juste un écran. L'utilisateur voit son avatar en face de lui qui interagit avec lui. C'est une cage où voilà, on a un casque et on est immergé dans cet environnement. Donc, les problèmes, donc je parlais tout à l'heure de la réactivité. Voilà, donc certaines applications nécessitent une réactivité très précise et d'autres peut-être nécessiteraient un rendu plus réaliste. Donc, vraiment, ça dépend de l'application.
D'accord? Ces problèmes-là, ça dépend. C'est-à-dire, moi, je peux être dans un cas où le style réaliste n'est pas important. Sur l'application embarquée sur avion, c'est pas important que ce soit réaliste ou pas, mais ce qui est important, c'est que ce soit vraiment en temps réel. Sur un jeu vidéo, c'est plus impressionnant que les effets soient spectaculaires plus que la réactivité. D'accord? Donc ça, c'est des projets qui ont été faits par les étudiants précédents, par les promos précédentes. Donc je voulais juste vous montrer pour que vous ayez une idée. C'est-à-dire, on va commencer à partir de rien du tout. Ça, c'est un jeu. On prend une fléchette, on la lance, et on voit si elle est au milieu ou si elle est loin. C'est-à-dire, vous allez commencer à partir de rien. On va commencer par dessiner juste un triangle, un petit carré, et on va avancer. Et, vous pourrez faire des scènes beaucoup plus complexes. Donc, j'ai pas. Là, c'est un jeu. Là, ça a été modélisé complètement. Donc, vous n'êtes pas obligé de modéliser vous-même vos objets. Hein. Vous pouvez prendre 3ds Max, prendre un modèle et l'importer. On va faire ça aussi, et l'importer dans OpenGL, et vous avez vos objets. Vous travaillerez sur le reste, sur l'animation, sur l'éclairage et ainsi de suite. Ça aussi, c'est un jeu. D'accord? Donc, à la fin, Inch'Allah, à la fin du semestre, vous serez capable de réaliser des scènes assez intéressantes. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ça va? Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai dit, on va le voir en détail. Oui, on va utiliser OpenGL. Du début à la fin, ça sera du OpenGL. D'accord? OpenGL, là, c'est plus. On va aller doucement, du plus simple au plus élaboré. Et tout ce que j'ai dit, toutes les étapes de rendu, le pipeline de visualisation, on va le voir, ce sera un chapitre à part, d'accord? Moi, j'espère la semaine prochaine, hein, si on aura l'emploi du temps. On peut commencer, hein, parce que même si on va faire juste le premier cours et on pourra commencer. On pourra faire le premier TP même sans avoir le premier cours, de toute façon. Donc, si on a l'emploi du temps, la semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera les TP. D'accord. Merci à vous.